Bonjour à tous dans cette nouvelle vidéo. On va continuer le cours de la MMC, la mécanique des milieux continus. Alors aujourd'hui, on va voir quelques rappels sur les contraintes. Donc on va voir comment calculer le vecteur contrainte. Donc comment procéder pour résoudre un problème de la mécanique des milieux continus. Donc, on va commencer par le tenseur contrainte, puis le vecteur contrainte. Ensuite, le principe fondamental de la dynamique, puis la loi de comportement. Et finalement, on va terminer avec la procédure en problème de la mécanique des milieux continus. Donc, restez avec nous. Donc, on va commencer avec le tenseur contrainte noté sigma. Ce tenseur, il caractérise les efforts intérieurs définis pour chaque volume unitaire. Donc, ici, il faut souligner cette expression, donc chaque volume unitaire. Il permet également de décrire l'état de contrainte en chaque point M. Donc, ici, il faut bien préciser que c'est en chaque point M. Donc, sigma de M est égal à ce tenseur représenté par cette matrice 3,3. Donc, chaque point M a son propre tenseur contrainte. Donc, il dépend du point. Donc, deuxièmement, la propriété de la symétrie du tenseur de contrainte. Donc, ici, on a sigma ij est égal à sigma ji. Donc, vous remarquez ici, on a inversé les indices. Donc, c'est ça la symétrie. Donc, sigma 1, 2 est égal à sigma 2, 1, sigma 1, 3 est égal à sigma 3, 1, et ainsi de suite. Donc, il est symétrique. Il est symétrique par rapport au diagonal. Donc, cela veut dire aussi que pour déterminer les composantes, de sigma, on n'a besoin que de six composantes. Puisque sigma 1, 2 et sigma 1, 3 et sigma 2, 3, elles sont répétées. Elles sont les mêmes dans les deux côtés par rapport au diagonal. Donc, il suffit de calculer sigma 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 1, 3, 2, 3, et c'est tout. Donc, si on fait ça, on a déterminé les composantes de sigma, puisque les autres sont en double. Alors, sigma 1, 1, sigma 2, 2, sigma 3, 3, on les appelle les contraintes normales. On les note comme ça, sigma et i. Avec ici l'indice i, il est souligné, pour ne pas le confondre avec la notation d'Einstein. Donc, les autres, elles sont les contraintes tangentielles. Donc, sigma 2, 2, 1, 3, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 3 et 2, 3. Donc, on les appelle contraintes tangentielles. Alors, pour comprendre concrètement ce que sont les contraintes principales et tangentielles, on modélise par ce cube de volume élémentaire. Donc, ici, on a les contraintes en rouge, elles sont les contraintes principales. Et celles en bleu, elles sont les contraintes tangentielles. Donc, vous remarquez que les contraintes en bleu, elles sont tangentes à la surface, alors que les contraintes en rouge, elles sont normales. Donc, elles sont normales à la surface. Maintenant, on passe au vecteur contrainte T. Donc, c'est une force. Donc, le vecteur contrainte T, c'est une force surfacique. Donc, c'est une force par élément de surface. Donc, si on prend par exemple cette surface, ou bien cet élément de surface, qui est orienté avec le vecteur n, vecteur unitaire, donc il est normal à cette surface. Donc, le vecteur contrainte en ce point M sur la surface orientée avec n, donc on le calcule comme ça. Donc, T de Mn est égal à sigma n. Donc, sous forme indicielle, T est égal à sigma ij et nj. Donc, concrètement, pour déterminer la composante de T, on calcule le produit ligne par colonne. Donc, ligne par colonne. Donc, pour calculer la première composante, ici noté T1, donc on calcule le produit des éléments de la première ligne avec le vecteur n. Donc, sigma 1, 1 fois n1 plus sigma 1, 2 fois n2 plus sigma 1, 3 fois n3. Et on note T1. La même chose pour T2. On fait sigma 2, 1 fois N1, sigma 2, 2 fois N2, sigma 2, 3 fois N3. Et on note T2, et ainsi de suite.
Donc maintenant on passe au principe fondamental de la dynamique. Donc est représenté par cette expression. La divergence de sigma plus f est égale à rho gamma. Donc la divergence de sigma. Donc sigma c'est le tenseur contrainte, déjà vu. Donc F ce sont les forces de volume. Donc rho c'est la masse volumique. Et gamma c'est l'accélération du milieu continu. On passe aux lois de comportement. Donc qu'est-ce que la loi de comportement? Donc c'est une loi qui vise à modéliser le comportement des fluides ou bien de solides par des lois empiriques lors de leur déformation. Donc par des lois qui sont issues de l'expérience. Donc elles sont des lois empiriques. Donc, et ça se passe lors de leur déformation. Donc ici on remarque des constantes lambda, mu. Donc c'est d'après les expériences qu'on fait sur leur déformation. Alors sigma est égal à lambda fois la trace de epsilon. Donc epsilon c'est le tenseur de déformation. Donc le taux fois la matrice identité. Donc la matrice identité 3, 3. Donc plus 2 mu epsilon. Donc cette expression représente une relation entre le tenseur de contrainte et le tenseur de déformation. Donc le tenseur de déformation epsilon. Donc toujours sous forme indicielle, sigma ij est égal à lambda epsilon k delta ij plus 2 mu epsilon ij. Donc comme je viens de dire, lambda et mu sont des constantes dites constantes élastiques. Donc ils représentent ils représentent le profil de l'élasticité du milieu continu, donc ou bien du matériau, ou bien on les appelle aussi les constantes de Raman. Donc ensuite on passe aux trois relations constitutives d'un problème de la mécanique des milieux continus. Donc premièrement on a l'équation d'équilibre déjà vue. Donc sous l'expression divergence de sigma plus f est égal à 0. Donc ici on a considéré que gamma est égal à 0. Donc on travaille en statique. Donc gamma est égal à 0. Soit sous forme indicielle, donc sigma ij par rapport à j. Donc la dérivée de sigma ij par rapport à j. Plus fi est égal à 0. Donc, deuxièmement, les conditions aux limites. Qu'est-ce qu'une condition aux limites? Donc, c'est une force ou bien un déplacement qui est imposé à la surface. On les connaît et elles sont données. Donc, elles sont à notre disposition pour résoudre le problème. Donc, les conditions aux limites sont représentées avec cette expression T est égal à sigma n. Donc toujours sous forme indicielle. Donc troisièmement, la loi de comportement, donc on l'a déjà vu donc, dans cette partie. Sigma est égal à lambda, la trace de epsilon, matrice ou bien tenseur identité, plus 2 mu epsilon. Donc, et c'est sous forme indicielle. Donc quatrièmement, la procédure pour la résolution d'un problème en mécanique des milieux continus. Donc, on commence toujours par le tenseur de contrainte. S'il n'est pas donné, donc on procède avec cette équation d'équilibre. Donc, divergence de sigma plus F est égal à 0. Généralement, les forces en volume elles sont négligeables ou bien on peut les négliger. Il nous reste alors la divergence de sigma est égale à 0. Donc comme ça on détermine et on calcule les composantes de sigma. Sinon, cette équation n'aboutit pas, donc ne nous aide pas à trouver les composantes de sigma. On procède alors avec le vecteur contrainte. Donc si on connaît les contraintes sur les surfaces du milieu continu, donc on peut obtenir alors les composantes de sigma. Si on a alors les composantes de sigma,
On fait alors la relation entre sigma et epsilon. Donc on a déjà dit ici qu'il existe une relation entre sigma et epsilon, donc ce qu'on appelle la loi de comportement. Alors on trouve les composantes de epsilon. Donc si on trouve les composantes de epsilon, on peut alors trouver les composantes de oméga, puisqu'il existe aussi une relation entre oméga et epsilon qui est représentée par ce qu'on appelle les conditions de compatibilité. Donc oméga i j. Donc oméga i j par rapport à k est égal à epsilon i k par rapport à j moins epsilon j k par rapport à i. Donc c'est ce qu'on appelle les conditions de compatibilité. Mais il faut résoudre ce système en respectant les conditions nécessaires. Donc pour résoudre ce système, il faut que ça soit vrai. Donc il faut que oméga ij par rapport à kl soit égal à oméga ij par rapport à lk. Donc il faut que cette condition soit satisfaite. Donc c'est une condition nécessaire. Alors maintenant, on a epsilon, bien les composantes de epsilon, et on a les composantes de oméga. Donc on peut résoudre les équations différentielles du déplacement. Donc on a ici une relation entre le déplacement et le tenseur de déformation et le tenseur de rotation. Donc ui dérivé par rapport à j est égal à epsilon ij plus oméga ij. Donc on résout ce système et on trouve finalement les composantes du déplacement. Donc on va voir un exemple bien sûr concrètement dans une prochaine vidéo. Donc on va faire alors un extrait d'examen qui traite un problème de contrainte. Donc je l'ai déjà sur la page de la communauté, donc sur la chaîne. Donc je vous souhaite bonne chance et à bientôt. كنتمنى تكونوا استفدتوا شويه من هذا الفيديو، وإلا كان فادكم شجعونا باللايك ولا بالكومنتير واشتركوا باش يوصلكم اي جديد. في امان الله.